Bonjour à tous, je suis Pauline Manès, avocat associée au cabinet ACG. J'exerce dans ce cabinet depuis 2010 et je me suis consacrée à la défense pénale des victimes. Je propose ce live qui doit être l'occasion d'échanger autour de la défense pénale des victimes et de répondre à toutes vos questions, étant précisé qu'aucune question ne sera bête ou stupide. Au contraire, je veux vraiment vous inciter à parler, à vous exprimer et à poser toutes les questions qui vous posent par la tête, parce que j'ai bien conscience que c'est pas facile de pousser la porte d'un cabinet d'avocats, qu'on est bien souvent très très démunis, et que voilà, ce live doit être un temps d'échange qui certes ne durera que 30 minutes, mais que j'espère le plus convivial possible. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait depuis ces 10 années, j'ai défendu les victimes de droit commun, des agressions, que ce soit en matière délictuelle ou criminelle, mais aussi des victimes de catastrophes ferroviaires, terrestres, des effondrements de toutes sortes. Et donc j'ai plaidé devant des tribunaux correctionnels, des cours d'appel sur ces dossiers de catastrophes pour défendre les victimes sérielles. Nous avons reçu quelques questions depuis l'annonce de ce live, des questions de personnes qui avaient un petit peu peur de se connecter et de poser les questions en direct. Donc je vais y répondre. Je vais d'abord laisser peut-être le temps à tout le monde d'arriver, parce qu'on est très très ponctuel, mais l'horaire peut être difficile pour les uns et les autres. Donc je vous laisse le temps d'arriver et de poser vos questions. Alors, on m'en transmet une tout de suite. On va commencer par « Je suis victime, ai-je besoin d'un avocat ?» Bien sûr que vous avez besoin d'un avocat. La défense, c'est pas le monopole des accusés et des prévenus. Une victime doit être assistée et défendue. Il ne faut pas partir du principe que parce que vous êtes victime, on va nécessairement vous croire sur parole, qu'on va vous offrir un procès et que la cause sera entendue. Non. Il faut se défendre, il faut être bien préparé à la procédure qui s'annonce, qui va être longue. Et il faut donc un avocat spécialisé dans la défense des victimes. C'est très important. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi d'ailleurs de ne pas faire d'autres contentieux. Je n'exerce absolument pas en matière de droit du travail ou de droit commercial, je n'en fais pas. Je me consacre aux victimes parce que je considère que il faut des compétences pénales particulières, il faut aussi une approche particulière des victimes pour les défendre dans ces procédures. Donc oui, il faut un avocat quand on est victime. Un avocat, vous savez, ça va vous expliquer dès le départ ce qui vous attend. Il va baliser avec vous les différentes étapes de la procédure. Il va vous expliquer les épreuves que vous allez rencontrer. Voilà, donc il faut bien évidemment un avocat. Alors, j'ai peur d'aller au procès. Est-ce que ma présence est obligatoire? Quand on est partie civile, la présence au procès n'est pas obligatoire. Elle peut être en revanche recommandée. En effet, ce sont des faits qui sont généralement très graves, pour lesquels les juges ont besoin de la présence des différents protagonistes à l'audience. Pour se faire une idée, eh bien, des versions des uns et des autres. Moi, je considère que la politique de la chaise vide, ce n'est pas une stratégie efficace de défense. Que la victime, elle a bien souvent besoin d'entendre la version de son agresseur pour réagir devant les juges, exprimer sa position, et que c'est donc très très important. Un procès, ça aussi... Alors, un procès, ça ne guérit pas.
Ça, je veux quand même vous le dire. Un procès, c'est une épreuve et il ne faut pas considérer que ça va guérir une victime. Par contre, c'est une façon quand même de réagir, de devenir actif, et ça c'est très important quand on est une victime, et de participer à la démonstration de la preuve, de la culpabilité. Donc j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut venir au procès pour réagir avec son avocat, parce que quand vous êtes avocat de victime et que votre client victime n'est pas présent, vous pouvez entendre de la bouche de l'accusé ou du prévenu des mensonges, des contre-vérités qu'il faut tout de suite contrecarrer. Et qui est le meilleur que votre client, victime à vos côtés, pour vous alerter? Donc la présence de la victime, pour moi, elle est certes pas obligatoire, mais elle est chaudement recommandée. Elle est bien souvent incontournable, indispensable. Alors je suis convoquée à une confrontation, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je peux refuser? Alors, je suis convoquée à une confrontation, oui, vous pouvez refuser d'aller en confrontation. D'ailleurs, on voit bien souvent des victimes indiquer aux policiers « je ne peux pas participer à la confrontation parce que mon médecin, mon psychiatre me l'interdit vu mon état ». Il faut être quand même très très clair. Cette décision, elle vous appartient, d'accord, mais elle doit être prise en concertation sur les conseils de votre avocat. Il faut en parler. Il ne faut pas y renoncer trop hâtivement. Une confrontation, c'est bien souvent le moment au cours duquel le policier peut se rendre compte des mensonges, des faiblesses, de la gêne ressentie par l'agresseur lorsqu'il est confronté à sa victime. Il faut quand même que je vous précise que pendant une confrontation, la victime elle est assistée d'un avocat, comme la personne qui est mise en cause, et que cette confrontation, en réalité, c'est un interrogatoire qui est drivé par le policier, c'est-à-dire que le policier pose des questions à la victime, il pose des questions aussi à la personne mise en cause, sans que les deux parties puissent librement communiquer. Donc attention, ce n'est pas un duel entre la victime et son agresseur, c'est absolument pas ça. C'est un interrogatoire du policier à la victime et du policier à la personne mise en cause, qui d'ailleurs peuvent être séparés par un paravent. C'est ce que font souvent les policiers et les juges qui sont quand même bien sensibilisés à la crainte qu'éprouvent les victimes de se retrouver dans le même bureau que leurs agresseurs. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus, la décision de participer ou non à une confrontation, il faut la prendre avec un avocat, il faut prendre le temps de décider. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent? J'ai vu une question sur le harcèlement tout à l'heure, à propos, il me semble, oui, je l'ai vu passer de Manon, si j'ai bien vu. Manon qui pose une question sur le harcèlement au collège, que pouvons-nous faire? Bon, le harcèlement, c'est le fléau actuel pour les majeurs comme pour les mineurs, et bien évidemment, quand ça concerne les petits, ça prend une dimension particulière. Déjà, il faut encourager l'enfant à parler. Ça, c'est très, très important. Quand on est parent, c'est très projectif. Moi, je suis mère de famille, de jeunes enfants. On redoute tous cela. Ce qu'il faut faire, c'est encourager son enfant à parler. S'il n'arrive pas à vous parler à vous, il y arrivera peut-être avec son médecin de famille. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à encourager sa prise, la libération de sa parole. Et puis ensuite, quand on est parent, eh bien, il faut se préparer malheureusement au pire. Et quand on est confronté dans cette situation, bien souvent, le réflexe premier, c'est de passer un coup de fil, de converser comme ça dans la cour de récréation avec le principal ou le proviseur. Mais, bon, déjà, il faut aller voir un avocat pour en parler. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, mon conseil, c'est de faire des écrits. Il faut interpeller la direction de l'établissement sur cette situation de souffrance
qui est vécu par l'enfant. Il faut le faire par écrit, il faut demander des rendez-vous, il faut surtout ne pas considérer que les choses vont simplement s'arranger comme ça d'elles-mêmes sur une année. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, le conseil premier que je peux vous indiquer, vous donner, c'est de faire des écrits, demander des rendez-vous, les renouveler, être à l'écoute de son enfant et ne pas hésiter à donner un volet judiciaire pénal si la situation ne s'arrange pas, puisque le harcèlement, ce sont des agissements et des comportements répétés qui ont pour objet la dégradation de l'état de santé physique ou psychique de la personne. Ce n'est pas réservé au monde du travail, les plus jeunes en souffrent. Et il ne faut pas attendre d'arriver au drame pour réaliser qu'on aurait pu agir. Donc, allez parler aux avocats, prenez un conseil, allez prendre conseil auprès de l'avocat. Et puis, je vous rappelle simplement une chose avant d'aborder peut-être un autre sujet, c'est que l'établissement a une obligation de protection de ces gamins qui sont placés sous sa responsabilité, son contrôle et sa surveillance. Donc, les directeurs le savent pertinemment, ils le savent, et ils ne peuvent pas se soustraire à cette obligation. Et lorsqu'il faut aller au pénal, eh bien, il faut déposer plainte, tout simplement. Déposer plainte, retracer la chronologie des événements, prendre le temps sur un petit carnet de noter date par date ce qui s'est passé, ce que l'enfant a raconté, les brimades, les humiliations, la souffrance que vous avez constatée. Prenez le temps, n'allez pas trop vite déposer plainte sans ces éléments, parce qu'un dépôt de plainte, c'est très important, on n'y va pas les mains dans les poches. Voilà, donc il faut prendre le temps de mettre tous ces souvenirs par écrit pour surtout ne rien oublier. Est-ce que je peux donner une vidéo comme preuve ? Ben oui. Alors cette question, elle m'est très très souvent posée parce que les gens ont peur d'enregistrer. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite, quand on est victime, on peut faire des enregistrements et on peut les utiliser comme moyen de preuve de l'infraction. Voilà, le réflexe, ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est de ne pas se mettre en danger, bien évidemment. Mais si vous avez le moyen d'enregistrer, surtout, vous le faites. Et vous conservez le fichier sur un disque dur, sur une clé USB. Voilà. Ça, c'est très très important en matière pénale. C'est tout à fait valable. Ah oui. Mon ex-compagnon, alors ça, ce sont des questions qui sont arrivées depuis quelques jours au cabinet, je vous le disais en introduction pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, donc j'y réponds. Mon ex-compagnon est violent avec notre fils, mais il a un droit de visite, je suis inquiète. Est-ce que je suis obligée de lui donner un droit de visite ? Alors ça, c'est le dilemme pour le parent qui se retrouve dans cette situation de maltraitance prouvée ou suspectée et qui doit faire face à une obligation qui est la sienne, qui est de présenter l'enfant en droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent. Bon, il est évident que je n'imagine pas une seule seconde qu'on poursuive un parent qui aurait refusé de remettre l'enfant à un père violent lorsque les violences sont établies. C'est plus compliqué lorsqu'elles sont simplement suspectées. Alors là, c'est votre conscience de parent qui doit primer, c'est évident. J'ai eu le cas, par exemple, d'une maman qui m'a ramené des photos épouvantables de son enfant qui avait le corps parsemé d'hématomes au retour d'un droit de visite. Je lui ai dit, madame, il faut prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant retourner comme ça au domicile de l'autre parent. C'est impensable. Donc, on a déposé une plainte en urgence. On a fourni tous les éléments
les éléments de preuve, les photos, le certificat médical aussi, qui était quand même très descriptif des lésions qui étaient observées sur le corps de l'enfant. Et on a déposé une plainte en urgence. Et bien évidemment, j'ai dit à la dame, attendez, si là, le procureur de la République décide de vous poursuivre, je peux vous dire que on ira vous défendre et on mettra sous le nez de la juridiction, on produira les preuves, parce que c'est impensable de remettre son enfant à un parent qui est violent. Alors, j'ai été poser une plainte il y a 8 mois et je n'ai toujours pas de nouvelles. Madame, oui, merci de poser cette question qui est très très régulière pour les victimes. Effectivement, le temps de l'enquête n'est pas celui des victimes et on a bien souvent du mal à comprendre ce temps mis par l'autorité de poursuite et la police pour traiter les plaintes. On n'attend pas du procureur, bien évidemment, qu'il traite toutes les plaintes en une semaine. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir cette conscience-là de la réalité du terrain. Bon, cependant, lorsqu'on est confronté comme ça à 8 mois d'attente pour des faits qui peuvent quand même être graves, moi j'ai eu le cas par exemple d'un accident qui était survenu dans une société, un accident mortel, et 6 mois après, 8 mois après, on n'avait aucune information sur les circonstances du décès du salarié. Et on nous répondait, on attend le rapport de l'inspection du travail et puis on vous préviendra quand on aura des nouvelles. Moi, je considère que c'est inadmissible. On ne doit pas laisser une veuve, des orphelins, dans l'ignorance totale des circonstances de la mort du père et du mari. C'est impensable. 6 mois, qui l'accepterait ? Est-ce que les magistrats, est-ce que les policiers, est-ce que l'inspecteur du travail accepterait, lui, d'attendre 6 mois, 8 mois des nouvelles sur les circonstances du décès de son proche ? Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. La loi, elle est claire. À partir de 3 mois, si un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le dépôt de plainte, j'insiste là-dessus, une main courante, ça ne compte pas. Il faut justifier d'un dépôt de plainte. Et si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles, la loi dit que vous pouvez saisir un juge d'instruction. Un juge d'instruction pour qu'une information judiciaire soit ouverte sur les faits. Ça a le mérite au moins de dynamiser les investigations. Enfin, moi, c'est ce que je considère, parce qu'au moins, on a accès, quand on est avocat de la victime, à la copie du dossier d'information. Alors, la loi a été un petit peu modifiée. Le juge d'instruction doit demander au procureur, doit lui notifier cette plainte avec constitution de partie civile et lui demander ses réquisitions sur l'orientation de la procédure. Alors, c'est un jargon un petit peu compliqué, mais en tous les cas, au bout de 3 mois, vous êtes parfaitement légitime à saisir un juge d'instruction, sauf quelques exceptions sur certaines infractions, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais vous renvoyer au code de procédure pénale et ce serait un petit peu trop compliqué peut-être pour aujourd'hui. En tous les cas, il ne faut pas considérer normal le fait d'être tenu dans l'ignorance des circonstances de l'infraction et de l'évolution de la procédure. Ah, ma voiture a été détériorée. Comment recevoir une indemnisation si le responsable n'est pas retrouvé ou n'a pas d'argent? Alors, il y a plusieurs alternatives. Déjà, le réflexe premier, la formalité à accomplir, c'est bien évidemment d'aller déposer plainte parce que vous devez vous-même être assuré avec une assurance susceptible de prendre en charge le sinistre à certaines conditions. Tout dépend de votre contrat et je n'entrerai pas dans ce détail-là. On a aussi la possibilité
de saisir sous certaines conditions de ressources si votre situation elle est durablement compromise de mémoire, un fonds de garantie. Mais bien évidemment, ce sont des cas très très particuliers et c'est la situation la plus délicate quand on n'a pas de tiers connu. Mais il faut bien évidemment tout de suite aller déposer plainte. Je vous le dis parce que quand on dit que le responsable n'est pas retrouvé, la voiture détériorée, si on a un dépôt de plainte, des investigations minimales doivent être accomplies. Et c'est important, par exemple, si on retrouve des traces à proximité de la voiture ou sur la voiture pour faire des investigations techniques. Il peut y avoir aussi des caméras de vidéosurveillance, donc ne pas considérer tout de suite qu'on ne va pas retrouver le responsable parce qu'il a simplement pris la fuite. C'est quoi la correctionnalisation? Alors ça, c'est une très bonne question. On me met la pression pour que je l'accepte. Je ne sais pas quoi faire. Alors la correctionnalisation, c'est un instrument de politique pénale qui sert à désengorger les cours d'assises. Donc alors, en fait, on dit aux victimes, écoutez, juridiquement, les faits, c'est un crime. Les faits que vous dénoncez sont une infraction criminelle qui normalement relève de la cour d'assises. Mais on peut considérer que si on met de côté une circonstance aggravante, par exemple l'arme en matière de violence volontaire ou une infirmité permanente en matière de violence volontaire ou bien la pénétration en matière sexuelle, eh ben, au lieu de juger ces faits-là en cour d'assises, on va vous proposer plutôt de les juger devant la juridiction correctionnelle, le tribunal correctionnel. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Tout dépend bien évidemment du dossier. La grosse critique qu'on peut faire à la cour d'assises, c'est déjà que ça met du temps à organiser. C'est très 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 lourd à organiser. Un procès d'assises, ça peut durer, en moyenne ça dure de 2 à 15 jours selon la nature de l'affaire. Donc il faut s'y préparer. Il faut se préparer pour la victime à ce que toute sa vie soit déballée comme ça, puisque on cherche à tout raconter. Donc ça peut être très très éprouvant pour une victime. Et puis, surtout, les délais d'audiencement sont très très lourds parce qu'il y a beaucoup de dossiers à juger en cour d'assises. Donc, on peut considérer qu'il y aurait avantage pour une victime, dans certains cas, pour certaines infractions, à passer devant les juges correctionnels, puisque ce n'est pas un jury populaire et qu'on peut considérer, et ça c'est le paradoxe, que les magistrats professionnels peuvent justement se montrer plus dur certaines fois sur la peine que le jury populaire qui est sensible, qui est très émotif, etc. etc. Bon, moi, mon expérience personnelle, c'est que déjà il ne faut pas mettre la pression sur une victime. La question c'est, on me met la pression pour que je l'accepte, on ne met pas la pression sur une victime pour accepter une correctionnalisation. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et ensuite, je ne pourrais pas vous répondre comme ça parce qu'il faut connaître le dossier, il faut savoir de quoi il s'agit. Moi, j'ai été très très déçue d'une expérience très récente de correctionnalisation que j'ai acceptée pour une victime qui avait été tabassée à coups de batte de baseball par un sportif très connu. J'ai accepté une correctionnalisation et quand j'ai pris connaissance de la nature de la peine qui a été réduite à hauteur d'appel, mais j'ai trouvé que c'était... la victime a trouvé que c'était scandaleux. Et elle s'est dit, mais j'aurais mieux fait, franchement, c'était des violences volontaires, avec armes, qui ont causé une infirmité permanente. Et elle m'a dit, non mais, en cour d'assises, on m'aurait mieux entendu, mieux compris, et mon statut de victime aurait été reconnu. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas priver les victimes des vertus du procès d'assises, parce que quoi qu'on en dise, un crime, une pénétration, c'est une pénétration, un viol pour une victime, le fait de savoir, le fait de comprendre que la justice a reconnu l'accusé
coupable de viol et pas d'une agression, pas d'une atteinte sexuelle, ça a son importance quand on est victime. C'est quoi la différence entre une plainte et une main courante? Ça, c'est une question qui vient d'arriver. La différence entre une plainte et une main courante, eh bien, elle est importante. Une main courante, c'est ce qui est inscrit dans un registre tenu par la police, la gendarmerie, mais qui n'a pas vocation à enclencher une enquête. Alors qu'un dépôt de plainte, là, ça a vocation à enclencher une enquête. Alors bien souvent on dit déposer une main courante pour qu'il y ait trace quelque part, et parfois dans certains dossiers ça soulage les victimes de savoir que bien qu'elles n'aient pas envie d'enclencher une procédure pénale, de déposer plainte, au moins il restera trace de quelque chose. Trace du passage de l'ex-violent qui est venu les menacer devant leur porte, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la plainte. Dernière chose, une plainte, on n'a pas le droit de refuser de vous la prendre. Aujourd'hui, il y a suffisamment les procureurs, ils communiquent assez là-dessus. Aujourd'hui, un policier, un gendarme n'a pas le droit de refuser un dépôt de plainte. Je termine là-dessus pour vous dire que si le gendarme, si le policier refuse le dépôt de plainte, vous avez tout à fait le droit d'aller chez votre avocat qui rédige la plainte, qui l'envoie au procureur contre un récépissé ou en lettre recommandée, peu importe, il faut un justificatif du dépôt de cette plainte. Mais on n'a pas le droit de refuser un dépôt de plainte. Voilà ce que j'avais donc à vous dire. On a fini? On n'a pas fini? Ça fait une demi-heure. Écoutez, je suis un peu frustrée par cette absence d'interactivité. Du moins, j'aurais bien aimé échanger avec vous en voyant tous vos visages et de façon à répondre comme ça à toutes vos questions en vous voyant tous. J'espère que j'ai été complète et que surtout je vous ai donné cette fois-ci envie et le courage surtout de pousser cette porte du cabinet d'avocat. Si vous êtes victime, si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui est victime et qui n'ose pas aller consulter, voilà, n'hésitez pas, c'est très très important pour la suite. Bonne soirée à tous.